remercie d'avoir répondu nombreux à cette invitation. C'est la deuxième conférence que nous donnons dans le domaine médical et nous avons la grande joie d'accueillir ce soir le professeur Saillant, que je ne vous ferai pas l'injure de présenter. Son histoire parle bien plus et bien mieux que je ne pourrais le faire. Et d'ailleurs, Claude Soucy, que j'invite à me rejoindre, le professeur Soucy, que j'invite à me rejoindre, va le faire dans quelques instants. Ce cycle de conférences qui s'est ouvert il y a un an maintenant avec une conférence du professeur Osseni, qui est un neurologue, donc se poursuit. Monsieur le professeur, permettez-moi de vous remercier, Académie de Saint-Maur vous remercie. Nous sommes très honorés de vous accueillir et je crois que l'assistance ici présente témoigne de cette, à la fois de cette soif de savoir, de comprendre, et puis de la joie de vous accueillir ici. Permettez-moi également de saluer Jacques-Nicolas Devecq, qui, avec toute son équipe qui est là-bas, qui s'active, de la PACAS, a organisé à mes côtés cette manifestation. Jacques-Nicolas, merci avec toute l'équipe d'être présent ce soir. C'est le professeur Soucy, professeur honoraire à l'hôpital Henri Mondor, grand chef de service, qui va présenter la soirée. Au petit chef de service, enfin, ils disent tout ça, les professeurs, ils disent tout ça jusqu'au moment où ils arrivent à un point où seuls eux savent où se retrouver et comprendre. Donc, professeur, je te laisse la parole bien volontiers. Et encore une fois, professeur Saillant, merci de votre présence. Et je vous propose même de venir nous rejoindre dès à présent avec Jacques-Nicolas, qui est l'organisateur également de tout ça. Bien, très rapidement, merci Monsieur le maire. Donc au nom de la PACAS, de son président donc Jacques-Nicolas Devecq qui est derrière nous, du conseil d'administration, de tous les bénévoles qui travaillent avec nous, je tiens d'abord à remercier donc Monsieur Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, de nous accueillir ce soir dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, ainsi que ses collaborateurs pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée dans l'organisation de cette réunion, et ainsi que l'ensemble de la municipalité pour son soutien. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement, s'il me permet de l'appeler ainsi, mon collègue, le professeur Gérard Saillant, donc professeur de chirurgie orthopédique à la Pitié-Salpêtrière et président de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, de nous avoir fait l'honneur d'accepter d'animer cette soirée. Comme vous l'avez vu, nous avons intitulé cette conférence « Un espoir dans la lutte contre les maladies neurodégénératives » qui intéresse plus d'1 million de personnes en France. Un espoir car l'ICM, qui est un centre de recherche fondamentale et clinique hébergeant oula, rien de grave non, donc qui est un centre de recherche fondamentale et clinique hébergeant depuis 2010 au sein d'un même lieu plus de 600 chercheurs, ingénieurs et techniciens, notamment pour objectif la mise au point de traitements innovants et efficaces contre ces maladies afin de les appliquer aux patients dans les meilleurs délais. Ce sont donc les nombreux progrès réalisés dans ce domaine ces dernières années, dont le professeur Saillant va nous faire part tout à l'heure, avant que le docteur Bombois, donc neurologue à la Pitié-Salpêtrière, qui est là, que je remercie aussi très vivement, ainsi que M. Dacosta, directeur de la communication et du développement de l'ICM, qui doit être quelque part par là, il est au fond. Donc le docteur Bombois nous parlera, elle, plus spécifiquement de la maladie d'Alzheimer, après un petit film de présentation. Et évidemment, après la conférence, enfin le film et la discussion, toutes les questions pourront bien évidemment être posées, puis autour du verre de l'amitié qui suivra. Par ailleurs, je voulais vous signaler au plan pratique que l'ensemble de la conférence sera, comme on dit maintenant, en podcast sur le site de la ville, donc vous pourrez la retrouver sur le site très facilement. Et un plan pratique pour les personnes malentendantes, je vous rappelle que la salle est équipée d'une boucle magnétique et les personnes qui ont un appareil auditif doivent le mettre en position T
afin de bien entendre et en sachant qu'évidemment tout cela est gratuit. Voilà, merci à tous pour votre présence et merci aux intervenants. Le cerveau, organe d'une extrême complexité, est un continent entier à explorer. L'ICM, situé au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est devenu en quelques années une référence mondiale de la recherche médicale en neurosciences et un formidable accélérateur de découverte grâce à son positionnement au carrefour des disciplines et à la mobilisation des chercheurs, des médecins, des patients et des donateurs. L'ICM, c'est un écosystème vraiment unique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux maladies du système nerveux et pour cela, on passe des patients avec toute la force et l'expertise des cliniciens-chercheurs qui sont ici, jusqu'aux entrepreneurs. En peu d'années, l'ICM a réellement contribué à des avancées scientifiques, mais aussi des avancées dans le domaine des thérapeutiques ou de la prise en charge. Une de ces avancées concerne la maladie de Huntington. Le professeur Alexandra Dur et le docteur Fanny Moschel, toutes deux généticiennes, ont développé une huile synthétique qui permet de booster la production d'énergie dans le cerveau. Ce médicament, en cours d'essai clinique, pourrait ralentir la progression de la maladie. Cartera, une start-up créée par le neurochirurgien Alexandre Carpentier, implante des dispositifs à ultrasons qui permettent d'accroître la diffusion des traitements dans le cerveau. C'est une première mondiale et des patients atteints de tumeurs cérébrales participent actuellement à des essais cliniques. Un essai est également en cours dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. L'ICM s'engage aujourd'hui sur 4 grands défis. Pour mieux soigner les maladies du cerveau, il faut qu'on arrive à en comprendre l'origine. Et nous avons décidé d'étudier le fonctionnement d'un cerveau sain afin de vraiment avoir toutes les clés sur quand ce cerveau va commencer à devenir pathologique. La technique que nous avons mise au point permet de créer des images tridimensionnelles des circuits neuronaux et de la structure du cerveau. De manière surprenante, on n'a toujours pas compris aujourd'hui comment est organisée la moelle épinière et comment est-ce que la locomotion est assurée par les neurones qui sont à l'intérieur de la moelle épinière. Et notre but, c'est vraiment de comprendre comment sont organisés les réseaux et de disséquer leurs fonctions en utilisant un modèle simple qui est le poisson zèbre. Dans ce but, on a développé une technologie qui s'appelle l'optogénétique. Et cette technologie, elle combine la génétique pour aller cibler les circuits, les neurones spécifiques, avec une méthode optique qui permet d'activer les neurones avec la lumière. La médecine de demain, sur le principe, c'est de prendre en compte l'individualité de chaque patient. Ils ont beau avoir différentes maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou la sclérose en plaques, chacun d'entre eux va en fait gérer la maladie différemment. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Un des enjeux pour la médecine de demain, c'est d'arriver à prévenir l'apparition des maladies avant qu'elles n'aient réalisé des dommages irréversibles dans le cerveau. Nos travaux visent à concevoir de nouveaux algorithmes informatiques qui permettent, à partir de ces données, de fournir des prédictions sur l'évolution des maladies pour être capable de la diagnostiquer plus précocement. L'ICM a une capacité absolument unique à saisir l'innovation et à la transformer en produit. Lorsque les chercheurs, les médecins et les ingénieurs développent un nouveau concept ou décodent un des mécanismes fondamentaux du fonctionnement cérébral, très vite, une équipe de développeurs de prototypes médicaux ou bien de développeurs de médicaments va s'emparer du sujet, le développer, le faire avancer, créer des startups pour que le plus vite possible les produits soient disponibles pour les malades. Je travaille dans les maladies rares. Donc faire des essais thérapeutiques dans les maladies rares, c'est compliqué. D'avoir l'ICM, ça change tout. D'abord parce que ça nous permet de les inclure dans une plateforme de prise en charge clinique qui est très importante et qui permet d'avoir une globalité dans la prise en charge des essais thérapeutiques, mais aussi parce que ça me permet d'être au plus près des avancées de recherche.
La recherche, par définition et par essence, est liée au partage et au partage de connaissances. Donc, l'idée de diffuser les connaissances est intrinsèquement liée à une recherche de pointe et au développement de nouvelles collaborations internationales. C'est pour ça que l'ICM a développé un panel de programmes très innovants qui va des formations de summer school qui sont liées aux neurosciences et à l'entrepreneuriat pour former les futurs neuro-entrepreneurs de demain, mais également favoriser les échanges entre les cliniciens et les chercheurs. So I think in addition to sharing news about discoveries and the content of these discoveries with the general public, I think what's very important and what the ICM is in a great position to do is to share the how, not just the what, but the how. It's going to be very important to develop systems of communication and teaching in which we explain the essence of the scientific process. Une personne sur 8 est touchée par une maladie du système nerveux. La recherche sur le cerveau menée par l'ICM amorce un nouveau virage déterminant et riche de promesses, où les nouvelles thérapies, les nouvelles méthodes de diagnostic et les nouveaux moyens de prévention prennent une place toujours plus importante. La médecine de demain se joue maintenant. Cette grande aventure a besoin de la mobilisation de tous. Bien, bonsoir à tous. Et tout d'abord, un grand merci, Monsieur le maire, et un grand merci à la PACAS et à ses présidents de l'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici pour parler du problème des maladies, ce qu'on appelle neurodégénératives, et vous allez voir ce que c'est, mais du problème de l'ensemble des maladies neurologiques. Et puis, à titre plus personnel, je suis très heureux parce que ça faisait de nombreuses dizaines d'années que je n'étais pas revenu à Saint-Maur, où je venais, quand j'étais beaucoup plus jeune, le jeudi, au jeudi de Saint-Maur, au stade, comment il s'appelait, Chéron, je crois, Chéron, essayer de courir. Je courais avec mon ami Michel Jazzy, on arrivait ensemble, mais généralement j'avais toujours un tour de retard. Je n'ai jamais bien compris pourquoi, mais ça me fait un grand plaisir de revenir à Saint-Maur, où je gardais vraiment des très très bons souvenirs. Alors, on va parler des maladies neurologiques et de l'ICM en particulier. Pourquoi l'ICM, l'Institut du cerveau de la moelle épinière? Pourquoi on a créé cet institut? Et je vous expliquerai ensuite comment on l'a créé. Eh bien, quand on veut faire quelque chose, il faut avoir une raison. La raison, elle est très simple. C'est qu'on a une bonne nouvelle, c'est qu'on vieillit de plus en plus. On vit de plus en plus vieux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en vieillissant, on arrive à réparer beaucoup de choses. On arrive à guérir beaucoup de choses. On guérit 2 cancers sur 3. On traite énormément de lésions cardiaques maintenant qui avant donnaient des infarctus mortels. On arrive à remplacer tout un tas d'éléments, même le cœur, même le poumon, même les hanches, enfin tout ce que vous voulez. Et l'élément faible, c'est le cerveau. Car actuellement, en France, il y a à peu près 350 000 fauteuils roulants, il y a 3 500 000 handicapés, ce qui est un problème énorme et qui va devenir de plus en plus important. Et ces maladies neurologiques vont devenir de plus en plus fréquentes. 1 personne sur 8, bientôt 1 personne sur 7 va être touchée par ces maladies neurologiques. Pourquoi? Ce n'est pas qu'elles sont nouvelles, elles existent depuis la nuit des temps. Mais avant, au Moyen-Âge, on mourait à 30 ans ou 40 ans, et au début du XXe siècle, l'espérance de vie était de 65-70 ans. Et bien maintenant, l'espérance de vie, elle est considérable. Alors elle est un peu plus faible chez les hommes qui sont un peu plus fragiles, je ne sais pas, mais elle est une fille sur 2 qui naît aujourd'hui sera centenaire. Donc imaginez le problème social que ça va représenter. Et le problème des maladies neurologiques, c'est un problème de santé publique, c'est un problème médical, on va le voir, mais c'est également un problème social, et puis c'est un problème économique. La génération d'avant, eh bien, à 50 ans, 55 ans, au pire, vous héritiez de vos parents et vous aviez un certain capital. Maintenant, à 75 ans, vous entamez votre capital pour que vos parents meurent à peu près dignement, et c'est un grand mot de dire à peu près dignement. Donc c'est un problème global qu'il faut prendre en charge. Et la deuxième raison pour laquelle on veut se battre au niveau de l'ICM, c'est qu'il y a ce problème, mais en face de ça, il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, auquel on ne connaît pas grand-chose. On en est au début du commencement du savoir. On en est peut-être pas à la préhistoire, mais disons au Moyen-Âge. Or, actuellement, je vous le disais, on peut tout réparer. Le cerveau, on ne peut pas réparer. On fait de temps en temps un diagnostic, c'est un traitement contemplatif. Madame, vous avez telle maladie, mais on ne peut rien faire. Bon, c'est pas très rassurant.
Parfois, c'est palliatif. J'ai un Parkinson, j'ai un tremblement, eh bien, on traite le tremblement, mais on ne traite pas la cause, qu'on connaît bien, mais qu'on ne sait pas traiter, qu'on ne sait pas réparer. Or, ce que l'on veut, c'est arriver à réparer. C'est pas remettre de l'eau dans la baignoire, c'est boucher le trou de la baignoire qui fuit. Ça, c'est le grand challenge du XXIe siècle, c'est de réparer le cerveau. Non pas le changer, parce que je crois qu'il ne faut pas faire de science-fiction, comme on peut changer le cœur ou qu'on peut changer la hanche ou les poumons, mais tout au moins de le réparer. Et d'arriver à ce que Alexandre a très bien dit, la médecine du XXIe siècle sera la médecine des 4 P, c'est-à-dire qu'elle sera prédictive, et à la naissance, on va naître avec une carte génétique qui nous fera connaître les facteurs de risque, ce qui posera des problèmes éthiques, parce que je suis chef d'entreprise, je ne vais pas engager un tel, parce qu'il a sur sa feuille, que sa carte génétique, tel ou tel risque. Mais on arrivera à traiter ces risques, sans problème. Donc, prédictif, préventif, on arrive à prévenir la maladie, et parce que si on est prédictif sans être préventif, c'est pas très rassurant non plus. Et puis également personnalisé, et chacun aura un traitement particulier. Ça ne va pas être le même médicament pour tout le monde. Et ensuite, le 4e P, c'est participatif. Et ça, c'est un élément essentiel. On ne va pas dire devant nos élus que les Français sont des gens qui sont un petit peu assistés, mais on demande aux médecins de le guérir. Or, c'est à nous-mêmes de nous guérir. Et là encore, l'activité physique, l'activité intellectuelle, on va le voir en particulier pour les maladies neurologiques, c'est la meilleure des préventions. Et actuellement, Stéphanie me contredira sûrement, mais le seul traitement à peu près préventif ou qui retarde l'évolution de l'Alzheimer, c'est l'activité physique et l'activité intellectuelle. Donc, il faut absolument, compte tenu du vieillissement de la population, compte tenu du peu de choses qu'on connaît sur le cerveau, créer une véritable task force pour régler ce problème. Le cerveau, c'est 2% de notre poids du corps, c'est 20% de la consommation d'oxygène. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est 10 puissance 18, vous mettez 18 milliards de cellules qui sont en connexion en permanence. Donc c'est un problème extrêmement complexe, ce n'est pas simplement un ordinateur comme on a pu le dire. Donc à partir de là, il faut s'attaquer à l'ensemble du problème. Commencer au niveau moléculaire, c'est-à-dire au niveau de la protéine, au niveau génétique, et puis au niveau de la cellule, molécule, de la cellule, et puis du corps. Et donc, il faut aller à la fois à une recherche sur le sujet, sur le patient, et une recherche en laboratoire. C'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle, qui va du lit du malade à la paillasse, ou bien qui va de la paillasse au lit du malade, en respectant bien entendu toutes les lois éthiques et en particulier les lois Huriet en France. Voilà pourquoi il faut absolument se battre pour les maladies neurologiques. Et quand on a créé l'ICM avec un certain nombre de membres fondateurs, il y aura 10 ans l'année prochaine, eh bien, on est parti d'une feuille non pas blanche, mais un peu grise, parce que la Salpêtrière est le berceau de la neurologie, Charcot, Pinel, Freud, la neurochirurgie, tout ça. La naissance a été à la Pitié-Salpêtrière. Donc on est parti d'une feuille un peu grise, mais on a marqué 4 mots qui sont très importants et qui nous paraissent très importants et qui sont véritablement le concept de l'ICM. L'ICM, vous l'avez vu, c'est en effet un bâtiment superbe, 25 000 m², qui a été fait par Jean-Michel Villemotte, un architecte bien connu, qui est un ami, et à qui on a dit, 1, il faut que ce soit beau. Ça, c'est ton problème, débrouille-toi, c'est pas notre problème. 2, il faut que les chercheurs puissent échanger et se parler entre eux. Les chercheurs ne se parlent pas entre eux. Ils sont le nez dans le guidon dans leur hyper-spécialité. Non pas qu'ils font la gueule au voisin, mais ils n'ont pas le temps, ils sont dans leur domaine. Or, le progrès, on le va voir, il vient du partage. Il faut donc qu'ils échangent. Et sur le plan architectural, on a créé quelque chose d'assez intéressant. Et puis, la troisième chose qu'on lui a dit, il faut que ce soit flexible. On ne sait pas ce que sera la recherche dans 10 ans. Donc, si pour ceux je vous invite tous à venir visiter l'ICM, il y a des journées portes ouvertes sans aucun problème, eh bien vous verrez que tout est changeable, modulable, qu'on peut changer un espace tertiaire en espace humide en 24 heures ou en 8 jours, de même qu'un grand stade, eh bien on peut faire un concert, plus de Johnny, mais d'un autre, et puis la semaine d'après, un match de rugby. Eh bien, il faut que ce soit flexible.
Et donc, ces 25 000 m², c'est des plateformes très sophistiquées, c'est des IRM fonctionnels, c'est-à-dire qu'on voit non seulement votre cerveau, mais on voit comment fonctionne votre cerveau. On voit les échanges qu'il y a, on voit la vascularisation de votre cerveau. Et quand je dis à mon cerveau, quand je dis je bouge la main, on voit comment mon cerveau donne cet ordre-là à la main de bouger. Donc, une plateau technique très très sophistiquée. C'est surtout actuellement 750 personnes qui travaillent ensemble à l'ICM, et c'est ça la grande richesse de l'ICM. Mais je reviens à ces 4 mots qu'on a mis sur cette feuille grise. Le premier mot, c'est excellence. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui n'est pas excellent est soit mauvais, soit très mauvais. On n'est pas là pour réinventer la roue et refaire un petit peu plus vite ou un petit peu mieux ce que fait le voisin. Il faut absolument innover et être excellent. Et donc, pour cela, c'est facile à dire, c'est plus difficile à prouver. On a un Scientific Advisory Board, un conseil scientifique international dans lequel il n'y a pas un Français pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qui chaque année juge les différentes équipes et nous dit la stratégie est correcte, incorrecte, etc. Et donc, toute équipe de recherche qui est classée de A à D, qui n'est pas A ou A+, quitte l'ICM, ce qui est tout à fait révolutionnaire. J'ai été doyen de la faculté pendant un certain temps. Je peux dire que si j'avais connu ça, ça aurait été un peu plus facile. Donc, un esprit absolument d'excellence, aussi bien dans la gestion de l'argent que l'on reçoit que de la recherche. Et je pense que grâce aux chercheurs, en 9 ans, l'ICM est devenu, dans un ranking mondial, le 2e centre mondial en qualité de recherche clinique au monde. Donc c'est un succès et je pense qu'il faut être très fier que ce soit en France et dans la région parisienne en particulier. Le deuxième élément que l'on avait marqué, c'est international. Les Français sont les plus intelligents du monde. Il y a l'exception culturelle française, tout le monde le sait, etc., etc. N'empêche que quand vous voyez des grandes équipes de foot, quand vous voyez des grands orchestres, quand vous voyez des grandes sociétés internationales, il n'y a pas que des Français. Et donc je pense qu'il faut aller chercher là où ils sont, les meilleurs, et les faire venir, les attirer comme des footballeurs si vous vous occupez du Paris Saint-Germain. Eh bien, là encore, petit à petit on en a cherché, et puis maintenant c'est eux qui veulent venir. Et actuellement, il y a 40% des chercheurs, des participants à l'ICM qui ne sont pas français, et on peut le regretter, mais c'est comme ça, la langue internationale est l'anglais dans toutes les conférences à l'ICM. Et quand on voit les post-doctorants, c'est je crois entre 70 et 80% des post-doctorants qui sont des étrangers. Et ça amène un esprit tout à fait nouveau, et il est important de voir ce qui se fait ailleurs. Le troisième mot et le plus important, c'est le mot partage. L'ICM, c'est un institut du cerveau de la moelle épinière, qui est une fondation privée, reconnue d'utilité publique, avec un budget qui doit être équilibré à la fin de l'année, contrairement à celui de l'État, et qui doit absolument être correctement géré. Mais c'est une fondation privée qui est sur une emprise publique et qui fait travailler des gens du public et du privé, ayant l'avantage des deux, c'est-à-dire la pérennité de l'académique et la flexibilité, la réactivité du privé et de l'entreprise. On veut véritablement un esprit entrepreneurial avec des résultats, c'est-à-dire qu'on accepte d'être mis en faillite intellectuelle si on n'est pas bon, mais il faut se battre pour cela. Donc, partage entre le public et le privé, aussi bien sur l'investissement que sur le fonctionnement. C'est un budget annuel de 80 millions d'euros à peu près. Et là-dessus, il faut en privé en trouver 40 millions. C'est pas rien. Et on y arrive. On y arrive par ce qui est une certaine générosité du public, même s'il n'est pas aussi importante que dans les pays anglo-saxons. Et donc on travaille avec l'INSERM, l'université Pierre et Marie Curie, le CNRS et l'assistance publique. Le deuxième élément du partage, eh bien, c'est quand on a écrit cette feuille, je dis qu'il fallait que ça aille du philosophe au polytechnicien. Il y a des chercheurs en neurosciences, il y a des cliniciens, et c'est des éléments très importants, mais il y a également des biostatisticiens, des informaticiens, des mathématiciens, des chimistes, des physiciens, des spécialistes des nanotechnologies, et c'est de ce partage des connaissances que vient le progrès. C'est en mettant tout ça en commun que l'on se dit « Ah, mais ce qu'il fait à côté, ça pourrait m'intéresser », et c'est comme ça que le progrès est fait. Il est fait par les chercheurs en neurosciences, bien sûr, mais il est fait par tous ces gens-là. L'autre élément est essentiel, et Stéphanie va vous en parler, c'est
la recherche clinique et la recherche fondamentale qui sont en même temps. 40% des chercheurs sont des médecins. Et l'exemple, vous le verrez tout à l'heure. C'est-à-dire que le matin, ils sont en consultation et l'après-midi, ils sont dans le laboratoire. Et donc, cet échange absolument permanent, et dans l'ICM, il y a tout un étage avec des patients qui sont hospitalisés en hôpital de jour, en hôpital de semaine, pour des bilans, pour des protocoles d'essais thérapeutiques, et on voit, et ensuite ils retournent chez eux pour se faire soigner par leur médecin ou leur neurologue parfaitement bien. Mais c'est ce partage, cet échange translationnel qui est absolument essentiel. Et puis enfin, on veut absolument que le grand spécialiste de l'Alzheimer ne s'occupe pas que d'Alzheimer et n'écoute pas que les problèmes d'Alzheimer. La découverte qui sera faite pour l'Alzheimer, elle viendra peut-être de quelqu'un qui travaille sur les sections de la moelle épinière ou qui travaille sur la sclérose en plaques ou sur une toute autre maladie. Le neurone, c'est le même. La population est différente, l'âge est différent, les signes sont différents, mais dans toutes ces maladies, il y a en commun le neurone. Et pourquoi certains neurones, brutalement, vont arriver à soit muter, soit tout au moins certaines molécules gènes vont arriver à muter, ou au contraire mourir. Donc cet échange est absolument essentiel et ça ressort dans cet esprit permanent qu'il y a à l'ICM. Le quatrième élément, mot qui était mis sur cette feuille, c'est la valorisation de la recherche. Si demain matin, je trouve une molécule qui va traiter l'Alzheimer, il aura fallu au départ que j'en étudie à peu près 1000 pour en trouver une, parce qu'il y en a beaucoup qui n'auront aucun effet, ou certaines qui auront des effets, mais qui auront des side effects, des effets secondaires, qui fait qu'on ne pourra pas l'utiliser. Eureka, j'ai trouvé une molécule. Pour que cette molécule devienne médicament, c'est 12 à 15 ans. 12 à 15 ans. Avec un risque d'échec majeur comparé à certains médicaments en cardiologie ou en pneumologie ou en d'autres spécialités. Donc vous imaginez que si demain matin on trouve quelque chose qui va guérir l'Alzheimer, le médicament sortira dans 15 ans. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut valoriser cette recherche. Et c'est pour ça qu'on a créé tout un étage de start-up, d'incubateurs, avec des biotech, avec des partenariats avec des big pharma également, ou bien des start-up qui sont créés, des spin-offs qui sont créés par des chercheurs localement et qui vont essayer de transformer l'essai. En France, beaucoup trop souvent, on arrive à trouver quelque chose et puis ensuite on ne sait plus comment faire. On le vend aux États-Unis, on le vend en Chine, on le vend au Japon et puis le médicament va partir loin ou ne pas être suivi d'effet. Donc là, on veut véritablement avoir cette réactivité. Et on a en particulier un médicament pour les formes progressives de la sclérose en plaques avec une start-up qui a fait une success story extraordinaire à l'ICM qui en 5 ans est arrivé à trouver un médicament qui marche dans certaines formes, pas beaucoup, mais certaines formes de sclérose en plaques. Tout ça pour vous dire, pour conclure, qu'on a voulu mettre au même endroit le malade, parce que si on l'a fait à la Pitié-Salpêtrière, c'est parce qu'il y a 100 000 patients neurologiques que l'on voit par an à la Pitié-Salpêtrière, le malade, le médecin, le chercheur et le businessman. C'est un écosystème un peu original, mais il faut absolument ces 4 éléments si on veut arriver à progresser et arriver à trouver des solutions. Et avec, je vous répète, toujours cet esprit entrepreneurial. Les chercheurs, ils sont notés sur leurs publications et il y a deux façons de faire de la recherche. Et de même que de gagner de l'argent. Soit vous placez votre argent en bourse en père de famille, vous allez gagner, je ne sais pas combien maintenant, 1%, même peut-être plus rien maintenant, mais vous gagnez un tout petit peu. Soit vous prenez des risques. Vous prenez des risques de perdre et vous prenez des risques de gagner beaucoup. Et cet écosystème permet de prendre des risques. Car si au bout de 3 ans, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu un succès, c'est pas un échec, c'est un succès. Ça fait dire à l'ensemble de la communauté des chercheurs dans le monde, n'allez plus dans cette voie-là, allez dans un autre, mais ne perdez pas votre temps. Donc l'échec n'est pas un échec, l'échec est un succès. Et il faut savoir prendre des risques. Si on ne prend pas ces risques, on n'arrivera pas à traiter ces lésions neurologiques. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'ICM. Et pour conclure, 2 mots sur comment s'est créé l'ICM. Très simplement, parce qu'avec un ami intime qui est mon petit frère, qui est Jean Todt, qui est maintenant président de la Fédération internationale automobile, on voulait faire quelque chose. Et on voulait justement créer, j'étais doyen de la faculté, créer un centre de recherche. Et on s'est dit, c'est en la neurologie qui est vraiment le problème futur.
Et avec des amis, on a créé ce que j'appelle la Dream Team, une douzaine, je crois même qu'on est 13, ça ne porte pas trop de chance, mais on était 13. Eh bien, on a créé la Dream Team avec les meilleurs dans chacun de leurs domaines, c'est-à-dire M. Owen Jones, qui était le patron de L'Oréal, qui connaît un peu les aspects commerciaux, c'est-à-dire, comment il s'appelle Maurice Lévy pour les aspects de communication et de publicité, Serge Wimbert pour les aspects de finance, etc., etc. Certains qui ont ouvert des portes à gauche, d'autres qui en ont ouvert à droite et tout. Et donc, on est parti de cela. Et à partir de là, eh bien, je peux vous dire qu'en France, on peut créer la meilleure preuve, c'est qu'il n'y avait pas un sou, on n'avait strictement rien. Et quand on est arrivé, eh bien, prendre un prêt de 40 millions auprès de la Caisse des dépôts sur 40 ans à 1% ou 2%, etc., etc. Et puis on est arrivé à créer cet Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et donc il faut savoir se battre, et je pense que si on veut arriver à guérir ces lésions neurologiques, ça ne va pas être la révolution demain matin, ça va être la politique des petits pas dans différents domaines, de l'imagerie, de la génétique, de la vascularisation, de la protéomique, de la génétique, etc. Et puis on va y arriver petit à petit pour mettre la dernière pièce du puzzle. Mais pour ça, on a besoin de tous, pour vous ayez connaissance de ce problème des maladies neurologiques, que vous nous aidiez financièrement également, mais surtout que vous fassiez connaître ce problème-là, qui, à mon avis, n'est pas assez connu. Je vous remercie. Donc c'est le docteur Stéphanie Bonbois, maintenant, donc neurologue à la Pitié-Salpêtrière, qui va nous parler spécialement de la maladie d'Alzheimer. En attendant, je remercie Monsieur le maire, le professeur Soucy et Monsieur Verbeek pour l'organisation de cette conférence ce soir. Et puis merci à vous tous d'être si nombreux. Je suis ravie d'être là, d'autant plus que j'ai un peu habité à Saint-Maur et que mon papa qui est présent ici y habite encore, ainsi que ma sœur. Donc voilà, je suis très contente. Je vais vous parler donc de la maladie d'Alzheimer et des actualités dans cette maladie. Avant, je vais évoquer un petit peu avec vous le vieillissement cognitif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur mémoire, et est-ce qu'on débute une maladie ou est-ce que simplement c'est normal parce qu'on vieillit ? Alors le vieillissement cognitif va essentiellement toucher les fonctions attentionnelles, le fait d'avoir du mal à se concentrer, d'avoir du mal à tenir sa concentration, par exemple pour la conférence ou pour un film ou une conversation. On va être un petit peu plus lent pour retrouver des informations qui vont revenir un peu plus tard. Et puis on va pouvoir être aidé par quelques indices et on va retrouver à ce moment-là cette information. Ça, c'est une certaine lenteur et c'est plutôt en rapport avec le vieillissement cognitif. On peut aussi avoir des difficultés qu'on appelle exécutives. Ça va être un petit peu plus difficile en vieillissant de faire plusieurs choses à la fois et on aura tendance à faire une chose et puis une autre. Pour organiser, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc en fait, il n'est absolument pas normal de perdre la mémoire avec l'âge. Et la mémoire qui est la plus inquiétante, c'est la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire qui nous permet de nous projeter dans un événement, dans un temps précis et dans un lieu précis. Et c'est l'oubli de ces événements qui, là, est plus inquiétant. On peut tous connaître des oublis. À un moment donné, on ne va plus savoir où est-ce qu'on a rangé nos affaires, posé nos clés. Donc ça, c'est des choses qui sont habituelles, qu'on peut connaître même en étant très jeune. En revanche, donc oublier des événements, ça c'est moins normal. Alors, quels sont les enjeux dans la maladie d'Alzheimer ? D'une part,
Dans le monde, il y a 47 millions de personnes qui ont cette maladie, c'est donc énorme. On attend des chiffres d'augmentation de la prévalence de cette maladie qui doublent tous les 20 ans en l'absence de traitement et en raison du vieillissement de la population mondiale. Donc, la maladie d'Alzheimer et la démence en général représentent une priorité de santé publique, donc aussi bien pour l'OMS et pour nos gouvernements européens ou même français. Donc les enjeux, ça va être un enjeu pour faire un diagnostic fiable de cette maladie, et puis de développer des traitements qui vont lui être spécifiques, de façon à pouvoir baisser la fréquence de cette maladie qui est problématique puisqu'elle est accompagnée d'un handicap qui est cognitif, c'est-à-dire des difficultés pour pouvoir être autonome, pour gérer ses affaires financières, pour gérer son quotidien, faire ses courses, voilà des choses simples du quotidien qui peuvent devenir très compliquées quand on est touché par cette maladie. Et évidemment, ça a aussi un coût sociétal, financier très important. Alors, la maladie d'Alzheimer, quels sont ces facteurs de risque? Alors, bien sûr, l'âge qui est le facteur de risque principal. Plus on vieillit, plus on a un risque d'avoir cette maladie. Et à 90 ans, c'est quasiment une femme sur deux qui peut être malade de la maladie d'Alzheimer. Il y a les facteurs de risque vasculaires. Alors, les facteurs de risque vasculaires, c'est essentiellement l'hypertension artérielle, mais également la dyslipidémie, le diabète. Les personnes qui ont ces facteurs de risque ont plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et ce d'autant plus que ces facteurs de risque sont présents à l'âge médian de la vie, vers 45-50 ans. Donc c'est très important de les prendre en charge. Et c'est vrai que le professeur Saillant vous a parlé de l'activité physique, de l'activité intellectuelle qui protège de la maladie. Mais dès 50 ans, si on a ces facteurs de risque, il faut les traiter. Ça permet de diminuer l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Alors, il n'y a pas que ces facteurs-là, il y a des facteurs qu'on découvre de plus en plus. Ce sont les facteurs de prédisposition génétique. Donc, il y a d'abord les facteurs génétiques, c'est-à-dire quand on a un gène malade, on risque de donner la maladie, de la transmettre. Et dans la maladie d'Alzheimer, il y a des gènes connus qui peuvent se transmettre d'un individu à ses enfants. Ce sont des gènes qui sont impliqués essentiellement dans une des lésions de la maladie qui est le peptide amyloïde. On en reparlera tout à l'heure parce que ça nous fera évoquer les cibles thérapeutiques. Cette maladie génétique, qui est donc transmise aux enfants, est quand même très rare. C'est moins de 1% des patients et ça concerne surtout les gens les plus jeunes, des gens qui vont développer cette maladie vers l'âge de 50 ans. Donc là, le risque qu'il y ait une maladie génétique est très forte, de mutation génétique. Mais au-delà de ça, au-delà de ces rares cas, il y a la maladie qu'on appelle sporadique, qui n'est pas liée à une mutation génétique et qui, elle, va être liée donc à un certain nombre de facteurs donc environnementaux, comme on l'a dit tout à l'heure, l'hypertension artérielle par exemple, mais aussi une multitude de facteurs de prédisposition génétique. Alors, il y en a un qui est connu depuis longtemps, c'est le gène de l'apolipoprotéine E, qui est un gène qui participe au métabolisme du cholestérol et qui donc peut favoriser la survenue de la maladie. Il y a d'autres gènes qu'on connaît depuis très très peu de temps, qui peuvent également, lorsqu'ils sont présents, favoriser la survenue de la maladie dans une même famille. Par exemple, pour que ça soit peut-être plus parlant pour vous, vous savez qu'on est prédisposé à avoir un cancer de la peau, par exemple, si on est blond, si on a les yeux bleus, la peau très blanche. Voilà.
Donc pour la maladie d'Alzheimer, c'est la même chose. Il y a plusieurs facteurs qui, les uns avec les autres, vont pouvoir faire le lit de cette maladie et faire même venir cette maladie peut-être plus précocement, vers l'âge de 70 ans, 75 ans. Alors, quelles sont les lésions pathologiques de cette maladie? Je vous en dis un petit mot parce que ça ouvre ensuite sur les aspects thérapeutiques. Il y a 2 lésions qui sous-tendent la maladie d'Alzheimer, qui ont été décrites par Alois Alzheimer il y a maintenant plus de 100 ans. C'est les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Les plaques amyloïdes sont liées en fait à la formation d'un peptide qui s'appelle le peptide amyloïde, que vous voyez en rose ici, qui dérive d'une longue protéine qui est dans le cerveau et qui est coupée par ce qu'on appelle des sécrétases. Et donc ces sécrétases viennent former le peptide amyloïde qui va ensuite se déposer dans le cerveau et entraîner ces plaques qui sont toxiques pour le neurone qui va ensuite mourir. Donc en fait, là, on peut voir qu'il y a des cibles potentielles thérapeutiques sur justement ces enzymes qui coupent les sécrétases qui pourraient être donc modulées pour éviter la production du peptide amyloïde. En parallèle, il y a les dégénérescences neurofibrillaires qui dérivent d'une protéine Tau qu'on a tous et qui va être phosphorylée à certains endroits. Il y a des phosphores sur cette protéine, donc elle a une conformation dans l'espace particulière. Et pendant la maladie d'Alzheimer, pour une raison qu'on ne connaît pas, il va y avoir des phosphores à des endroits inhabituels et la conformation de la protéine va être perdue, va être mauvaise et il va y avoir donc une mort neuronale qui va apparaître également. On ne sait pas pourquoi il y a des gens qui vont développer ces plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Le départ, ça c'est des choses qu'on ne connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que le peptide amyloïde et les protéines Tau hyperphosphorylées vont communiquer entre elles pour probablement propager la maladie. C'est les dégénérescences neurofibrillaires qui, elles, sont parlantes d'un point de vue clinique, c'est-à-dire qui vont, quand elles apparaissent, donner les troubles de mémoire, qui sont les premiers symptômes de la maladie. Mais donc en concernant une zone très particulière du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, que vous voyez en rose, qui est une petite région du lobe temporal. Avec l'évolution de la maladie, qui est très progressive sur plusieurs années, il y a merci, il y a donc l'hippocampe qui est ici. Alors bon là, de l'autre côté par contre vous n'allez pas pouvoir voir. C'est la petite structure en rose. Donc les lésions évoluent progressivement de façon hiérarchique, toujours de la même façon d'un cerveau à l'autre, et ces lésions vont donc s'étendre à la région temporale, à la région frontale qui permet les fonctions exécutives, donc de programmation, et puis qui vont progressivement toucher l'ensemble du cerveau et donner la maladie au stade terminal. Donc là, on voit un peu les cibles thérapeutiques potentielles de la maladie d'Alzheimer et on y reviendra tout à l'heure. Ce qui est une connaissance aussi assez récente, c'est le fait que ces lésions de la maladie d'Alzheimer sont présentes bien avant les premiers symptômes, bien avant les premiers troubles de mémoire. Probablement 10 voire 15 ans, peut-être même plus, avant ces symptômes. Et il y a donc une longue phase qu'on appelle asymptomatique. Puis, avec l'évolution des lésions, on va débuter donc des petits troubles de mémoire et ensuite les lésions dont je vous ai parlé qui s'accumulent dans le cerveau. La phase clinique, c'est-à-dire le moment où on a des symptômes de la maladie, va durer aussi une vingtaine d'années. Donc vous voyez, c'est une maladie extrêmement chronique, très longue. Et en fait, l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir la diagnostiquer le plus tôt possible dans un long spectre de plusieurs dizaines d'années. On va voir de quelle façon.
Effectivement, les gens qui viennent à la consultation, c'est des gens qui se plaignent de leur mémoire. Hein, c'est pas des gens qui s'en plaignent pas, qui vont bien. Donc, quand nos patients viennent en consultation, on va pouvoir détecter la maladie en leur posant des questions sur comment les choses arrivent, quels sont les symptômes à la maison, est-ce qu'il y a des modifications du comportement aussi, parce que souvent dans cette maladie, il y a un petit peu de dépression, beaucoup d'anxiété, du mal à se mobiliser, à se mettre en route, en plus des troubles de la mémoire. Donc on va rechercher un peu tous ces symptômes, puis on va orienter les patients sur une évaluation neuropsychologique, c'est-à-dire les tests de mémoire, des fonctions exécutives, du langage, de toutes les fonctions intellectuelles qui sont gérées par le cerveau. Là, si on voit effectivement qu'on a des troubles de la mémoire qui sont très particuliers quand c'est une maladie d'Alzheimer, c'est des troubles de mémoire qui ne s'améliorent pas quand on aide la personne. Hein. Rappelle-toi, on était à tel endroit, il y avait un tel, et si on n'est pas aidé par les indices, ça c'est un petit peu inquiétant. Donc on va tester ça sur des troubles, sur les tests de mémoire. Et la caractéristique de la maladie d'Alzheimer, c'est de ne pas stocker l'information, hein, c'est de ne pas la retenir, de ne pas l'avoir dans le cerveau. Pour étayer le diagnostic, notre suspicion diagnostique de maladie d'Alzheimer, on va s'aider d'examens pour détecter les lésions potentielles de la maladie. On va d'abord proposer aux patients de faire une imagerie morphologique, une IRM. Donc on est placé sur une table qui va dans une sorte de grand cylindre. Ça fait beaucoup de bruit. Il ne faut pas trop avoir peur de se sentir un peu serré dans l'IRM. Et donc l'idée, c'est de faire une photo du cerveau pour regarder des régions très particulières. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maladie, elle commence dans la région temporale interne au niveau de l'hippocampe. Et donc avec l'évolution de la maladie, l'hippocampe va devenir de plus en plus fin parce que les neurones meurent dans cette région. Et donc c'est cette région qu'on va regarder en particulier sur l'IRM. Mais il n'y a pas que cette région, il y a aussi les régions qu'on appelle pariétales et qui sont ici, un peu plus en arrière du cerveau, à ce niveau-là à peu près. Et donc on a pareil une perte de substance qui est assez évocatrice de la maladie. Pour autant, ça ne nous dit pas si on a des dégénérescences neurofibrillaires ou des plaques amyloïdes. Ça nous dit simplement que oui, il y a une perte neuronale. Et la perte neuronale, on peut la retrouver dans plein d'autres maladies. Donc attention, on ne fait pas un diagnostic de maladie d'Alzheimer uniquement sur l'IRM. Alors on va pouvoir utiliser aussi l'imagerie qu'on appelle moléculaire, une tomographie par émission de positons. On injecte un produit qui est faiblement radioactif, en l'occurrence ici du glucose marqué. Le cerveau adore le glucose, donc on l'injecte, on attend un peu et on fait ensuite une photo du cerveau et on regarde s'il y a des zones du cerveau qui absorbent moins le glucose. Et effectivement, dans la maladie d'Alzheimer, il y a des régions très particulières qui se trouvent au niveau du carrefour temporo-pariétal et donc qui nous font suspecter la maladie. Mais encore une fois, ça ne nous dit pas s'il y a bien les lésions amyloïdes ou les dégénérescences neurofibrillaires. Donc il a été développé récemment des marqueurs spécifiques pour ces anomalies, et notamment un TEP amyloïde, c'est-à-dire on injecte un ligand du peptide amyloïde, et là pareil on fait une photo et on regarde si on a des dépôts qui apparaissent ici en rouge. Donc c'est un marqueur qui semble très intéressant, mais qui est très coûteux. Et donc, pour le moment, il n'y a pas d'agrément de collectivité pour utiliser ce marqueur. Et donc, on ne l'utilise que dans la recherche. On ne peut pas l'utiliser dans le quotidien. Plus récemment encore, il y a toujours en utilisant la tomographie par émission de positons, le marquage de la protéine Tau,
Donc voilà, on peut, avec l'imagerie, déterminer la présence des lésions pathologiques de la maladie d'Alzheimer du vivant du patient. Là, on n'a pas encore l'AMM pour ce marquage. Donc on ne l'utilise pas en pratique courante, mais encore une fois dans la recherche. En revanche, on peut mettre en évidence les lésions pathologiques de la maladie d'Alzheimer via le liquide cérébrospinal qu'on vient. Donc c'est le liquide qui baigne le cerveau, qui baigne la moelle épinière et qui va se retrouver dans une sorte de sac en bas de la colonne vertébrale, dans lequel on va pouvoir aller faire un recueil par une ponction lombaire. Donc c'est un peu le principe des rachianesthésies. Donc voilà, sauf qu'on vient retirer le liquide, on vient l'analyser et on regarde la concentration des protéines tau et du peptide amyloïde dans le liquide cérébrospinal. Et en fonction des variations de concentration, on va pouvoir dire si oui ou non la personne a une maladie d'Alzheimer ou en tout cas des lésions pathologiques qui pourraient être en lien avec ses symptômes. Alors vous allez me dire, pourquoi faire une évaluation des troubles cognitifs? Pourquoi aller rechercher une maladie d'Alzheimer? Parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas tellement de traitement pour cette maladie. Eh bien, voilà, c'est exactement pour faire ce dont a parlé aussi le professeur Saillant. C'est une médecine qui va être personnalisée, une médecine de précision, parce que c'est une maladie qui, en fonction des personnes, va être très différente, va se présenter différemment, avec une évolution différente. Donc, c'est important de pouvoir proposer un diagnostic le plus précis possible à une personne. Vous savez aussi qu'il y a des gens très jeunes qui ont cette maladie et en France, ça représente à peu près 20 000 personnes, ce qui est quand même beaucoup, avec une problématique très particulière, très différente des personnes plus âgées, puisque c'est souvent des gens qui sont en activité professionnelle, qui ont des enfants, qui sont à peine adolescents parfois, hein, donc c'est vraiment une problématique très particulière. Donc médecine personnalisée et de précision. Pour répondre aux interrogations, bien sûr, des patients, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai un trouble de mémoire? Alors, on a dit que dans certains cas, c'était la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi plein d'autres cas où ce n'est pas cette maladie. Donc, il ne faut pas hésiter à venir consulter pour faire le point là-dessus. Donc répondre aux personnes, et c'est vrai que toutes les enquêtes, même d'opinion, qui ont été réalisées pour savoir si les gens ils veulent savoir si ils ont une maladie d'Alzheimer, sont en lien avec la volonté des gens. Oui, les gens veulent savoir ce qui leur arrive. Il faut bien sûr informer le patient, son aidant, son accompagnant, ne pas laisser penser que la personne qui oublie le fait exprès. Ça fait quand même 20 fois que je lui dis comment ça se fait, il le fait vraiment exprès, il m'en veut. Enfin voilà, on peut aussi imaginer des choses comme ça. Donc de faire un diagnostic, ça permet aussi d'aider la personne qui est malade et aussi bien sûr son accompagnant qui se pose plein de questions. C'est aussi le fait de savoir ce qui va se passer dans l'avenir, prendre des décisions qui peuvent être utiles. Voilà, j'ai quelques troubles de mémoire, j'ai une société encore que je préside. Est-ce qu'il faut que je continue ou est-ce qu'il est plus prudent que je prenne mes dispositions pour arrêter cette activité? Voilà, ça peut être des questions comme ça que nos patients nous posent. Donc on va bien sûr orienter aussi les patients, notamment pour un conseil génétique, voire un diagnostic présymptomatique, mais là c'est encore... donc présymptomatique, c'est vraiment pour les enfants qui voudraient savoir s'ils pourraient développer la maladie, s'il y a un gène malade. Est-ce que dans ce cas, ils vont avoir des enfants ou pas? Enfin bon, voilà, c'est beaucoup de questions. On va bien sûr mettre en place un plan de soins qui va être personnalisé à chacun. C'est vrai que quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer qui vit seul, ça ne va pas du tout être la même chose que quelqu'un qui vit à la maison et très entouré par sa famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être personnalisé. Et puis on va surtout aussi anticiper des situations à risque. Quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, qui vit seul, il ne va pas forcément faire attention à ce qui se trouve dans son frigo, à manger correctement, à se déplacer correctement. C'est quelqu'un de vulnérable et donc il faut le protéger et, en lui faisant un certain nombre de recommandations, comme par exemple
éventuellement d'arrêter de conduire, mais ça, c'est pas tous les patients, donc ça dépend un petit peu du stade. Donc là, encore une fois, une médecine personnalisée. Des gens qui ont la maladie continuent de conduire. On peut conduire avec des troubles de mémoire. C'est plus compliqué si on a des troubles attentionnels ou exécutifs. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'on peut faire un accompagnement qui va être très personnalisé. Alors, quelques mots sur les traitements quand même, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Le traitement médicamenteux, vous savez qu'il y a des médicaments qui existent, qui sont sur le marché depuis 20 ans, qui sont génériqués, et qui, l'année dernière, ont été déremboursés après un avis défavorable de la Commission de transparence de la Haute Autorité de Santé, parce qu'il a été considéré que ces traitements avaient un bénéfice qui n'était pas suffisant par rapport au coût pour la société qu'ils représentent. Pour autant, ils ne sont pas retirés du marché. Et ces traitements ont tous montré que comparativement à un placebo, il permettait quand même de réduire l'évolution de la maladie, de la freiner. Il permettait aussi d'éviter certains symptômes psychocomportementaux comme l'anxiété, la dépression. Il y a même certaines personnes qui ont des hallucinations qu'on peut traiter avec ces traitements-là. Ils sont plutôt très bien tolérés. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de problème cardiaque parce que c'est des traitements qui peuvent ralentir un petit peu ralentir un peu le cœur. Donc, il y a des précautions à prendre, mais si on fait attention à ça, c'est des traitements qui sont plutôt bien tolérés. Alors, donc voilà, une efficacité modeste, mais démontrée. Est-ce qu'on a envie de pas du tout avoir de traitement ou quand même quelque chose qui nous permet quand même de ralentir un peu l'évolution de cette maladie dont je vous ai parlé, qui est très lente. Donc, voilà, venir la freiner, ça peut être intéressant quand même. Donc, on continue à proposer ces médicaments, mais c'est aux frais de nos patients. Il faut savoir que ça représente à peu près en moyenne 30 € par mois. Après, dans les traitements, il y a les traitements qui sont non médicamenteux, mais ça, je ne vais pas vous en parler, c'est très long. Alors, il y a beaucoup de recherches quand même, beaucoup. Et chaque année, il y a l'équipe de Cummings qui, aux États-Unis, propose une publication pour dire voilà où on en est de la recherche thérapeutique dans cette maladie. Donc, c'est un graphique qui est un petit peu compliqué, mais en gros, vous voyez que tous les points, en fait, c'est des molécules qui sont à l'essai dans cette maladie. Et donc, il y en a près de 150 à l'heure actuelle dans le monde qui sont en cours d'essai. Alors, il y a les essais des molécules essentiellement sur ce qu'on appelle les disease modifiers, c'est-à-dire les traitements qui vont venir modifier le peptide amyloïde, la dégénérescence neurofibrillaire. Actuellement, vous avez certainement entendu que les essais de vaccination dirigés vers le peptide amyloïde sont plutôt en échec globalement. Ça fait une quinzaine d'années, un petit peu plus maintenant, qu'on teste ces traitements-là, qui sont certes innovants, mais pas suffisants. En fait, ils fonctionnent, ils permettent d'éviter ou même de retirer le peptide amyloïde, mais la maladie continue à évoluer malgré tout. Donc probablement que c'est pas la bonne cible. Peut-être que c'est trop tard aussi au moment où on propose le traitement, puisque je vous ai dit que c'était une longue maladie. Et donc actuellement, il y a des traitements qui sont développés essentiellement sur la protéine Tau aussi, et en association peptide amyloïde, protéine Tau. Donc voilà, on ne perd pas espoir. Vous voyez, il y a énormément de recherches sur la thérapeutique. En revanche, voilà, on se demande, est-ce qu'on ne doit pas changer de cible thérapeutique? Est-ce qu'on ne doit pas traiter les patients dès la phase pré-symptomatique ou même asymptomatique, au moment où il y a les lésions, mais pas encore de symptômes? C'est là où on se dit que ça pourrait être plus performant, mais là, on ouvre un champ très très important parce que probablement que voilà, ces lésions sont présentes très fréquemment chez les gens, mais sans forcément entraîner de maladie. Donc en fait,
Voilà, est-ce qu'on peut prédire la maladie d'Alzheimer? Et c'est les travaux de recherche, de recherche clinique qui sont réalisés entre l'ICM et le centre mémoire, l'IM2A de la Pitié-Salpêtrière. Donc l'objectif, c'est de savoir finalement si les gens qui ont des marqueurs positifs de la maladie d'Alzheimer sans avoir de plainte cognitive, sans avoir de symptômes, quels sont les facteurs qui vont faire que ces gens vont rentrer dans la maladie? Donc c'est ça qu'on essaye de savoir par cette étude qui s'appelle Insight Pré-AD. Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont connus comme l'âge, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme certains marqueurs génétiques comme l'APOE, les facteurs vasculaires sont négatifs et viennent aussi faire apparaître cette maladie alors qu'on est porteur des lésions? Est-ce que la réserve cognitive, c'est-à-dire le fait de faire travailler sa mémoire régulièrement, permet d'éviter l'apparition de cette maladie, ou en tout cas de la retarder? Voilà, c'est toutes ces questions auxquelles on voudrait répondre avec cette étude Insight. Alors, c'est une étude d'envergure, parce qu'il y a 318 personnes qui ont été inclus dans cette cohorte, des gens qui ont entre 70 et 85 ans quand ils débutent l'étude, et qui vont être suivis pendant 5 ans de façon très complète, vous voyez, puisqu'il y a une évaluation médicale, une évaluation de tests de mémoire, mais aussi des IRM très fréquentes, puisque sur les 5 ans, il y en a 3. Il y a le TEP amyloïde dont on a parlé tout à l'heure, le TEP-FDG, donc beaucoup d'imagerie, de la biologie, de la génétique, de l'électroencéphalogramme pour voir l'activité cérébrale, et puis pour ceux qui l'acceptent, la ponction lombaire. Donc en fait, je vais vous présenter quelques premiers résultats intéressants de cette cohorte. Des choses, on peut retirer des choses parfois très simples d'une étude qui est très complexe, et notamment le fait que les gens qui se plaignent au début de l'entrée dans cette étude, en fait, ils ont peu de lésions de la maladie. Et puis, en fait, au fur et à mesure que les lésions vont arriver et grossir, grandir, se développer, les patients ils vont se plaindre de moins en moins de leur cognition. Par contre, ce sera leur conjoint qui va dire « Non, mais là, il y a de plus en plus de difficultés », alors que le patient il dit « Moi, ça va très bien ». Donc ça, c'est déjà une chose qui doit nous inquiéter quand quelqu'un ne se plaint pas alors que, de toute évidence, il y a des difficultés. Donc ça, c'est un premier résultat de cette étude. D'autres résultats, c'est que en suivant les patients qui ont du peptide amyloïde dans le cerveau, qui a été montré avec la photo du TEP amyloïde, on voit que quand on enregistre les activités cérébrales avec un électroencéphalogramme, plus il y a des lésions de la maladie, plus il y a une activité cérébrale qui se modifie pour devenir plus lente, et notamment au niveau frontal. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a ça? Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore, des questions auxquelles on ne sait pas encore répondre. On a regardé sur 2 ans et demi, il y a parmi les 88 personnes qui avaient des dépôts amyloïdes dans leur cerveau sur la cohorte des 318, il y a 4 personnes sur 2 ans et demi qui ont eu des troubles de mémoire qui se sont aggravés. C'est des petits troubles de mémoire, mais probablement qui rentrent dans le début de la maladie. Et donc, on s'est intéressé à leurs marqueurs. Qu'est-ce qu'ils avaient au début qui nous fait dire que ces malades, c'est que ces personnes qui sont rentrées dans l'étude vont développer la maladie. Eh bien, c'était des gens qui étaient plus âgés, qui étaient beaucoup plus porteurs du gène de l'apolipoprotéine E avec le LL4 dont on a parlé tout à l'heure. C'est des gens qui avaient beaucoup plus de lésions du peptide amyloïde dès le départ dans l'entrée dans l'étude. C'est aussi des patients qui avaient sur l'échelle évaluant les fonctions exécutives des difficultés plus importantes,
et les difficultés exécutives, c'est le lobe frontal dont on a parlé tout à l'heure avec l'enregistrement électroencéphalogramme. Donc vous voyez un certain nombre de facteurs qui pourraient nous mettre un peu la puce à l'oreille en se disant ben, ce facteur, plus ce facteur, plus ce facteur, mon patient qui va bien, il a peut-être un risque plus important quand même de développer la maladie d'ici quelques années. Du coup, on va pouvoir cibler nos patients qui vont pouvoir accéder à des essais thérapeutiques ciblés sur les lésions de la maladie. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir prédire la maladie chez des gens qui vont bien. Et puis l'étude Insight permet aussi d'évoquer un modèle de la maladie qui serait un peu différent de celui proposé par nos confrères américains. Nos confrères pensent que la détérioration cognitive est très progressive au cours de la maladie d'Alzheimer, alors que nous, avec l'étude Insight, l'idée c'est de se dire qu'on a des mécanismes de compensation qui nous permettent de maintenir une activité cognitive dans les normes, malgré les lésions qui s'accumulent dans le cerveau, jusqu'à un moment où les mécanismes de compensation, là par contre, sont saturés, n'arrivent plus à faire le travail, et là on va avoir l'évolution progressive. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est du coup axer les recherches sur les facteurs qui vont entraîner le déclin et aussi les facteurs qui nous permettent de nous prémunir de ça. Donc voilà, l'étude Insight est vraiment très importante. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont travaillé autour de cette étude, pour la mettre en place, pour faire vivre l'étude et puis pour avoir les résultats. Et puis bien sûr, on remercie les 318 participants. Voilà, je vous remercie et puis je crois qu'on a un petit peu de temps pour discuter avec vous et répondre à vos questions. Bien, au nom de tous, je voudrais d'abord remercier à nouveau le professeur Saillant pour son brillant exposé introductif et remercier le docteur Bombois donc, pour cette conférence exhaustive et didactique sur la maladie d'Alzheimer. Alors maintenant, la parole est à la salle. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, essentiellement évidemment sur la maladie d'Alzheimer, mais si vous avez des questions sur d'autres maladies neurodégénératives, je pense que nos invités pourront aussi y répondre. Merci. Alors, il y a des micros dans la salle. Ah oui, il y a des micro-baladeurs là qui... Il y en a un là. D'accord. Bonjour. Allez-y, bonjour. parlez bien. Bonjour, je voudrais savoir, la maladie de Huntington, c'est héréditaire? Est-ce que c'est une maladie dégénérative? Oui, c'est à la fois une maladie héréditaire et une maladie neurodégénérative, puisque effectivement un gène malade entraîne des symptômes qui vont être en rapport avec une mort cérébrale qui va entraîner un certain nombre de symptômes, à la fois des difficultés motrices et des difficultés cognitives. Vous voulez bien vous donner votre nom avant de poser la question, s'il vous plaît? Martine Rosset. Voilà. Je voulais savoir s'il n'y avait aucune différence de taux d'incidence de l'Alzheimer chez les hommes et chez les femmes, compte tenu évidemment tenant compte du fait que les femmes vivent plus vieilles. Donc en dehors de ce facteur-là, est-ce qu'il y a une différence? Oui, effectivement, il y a une petite différence en défaveur des femmes, possiblement expliquée par les œstrogènes. Et donc les femmes sont
plutôt protégé jusqu'à un certain moment. Et puis avec la ménopause et la baisse des œstrogènes, voilà, on suppose que c'est un mécanisme qui peut favoriser la survenue aussi de la maladie d'Alzheimer, en plus des pathologies cardiovasculaires. Oui, j'ai une deuxième question à propos de l'alimentation. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de neurones intestinaux et qu'il y a une connexion entre l'intestin et le cerveau. Est-ce que l'alimentation pourrait avoir un effet important, puisque ça peut passer, on a montré autre chose là-dessus. Est-ce que ça peut avoir un effet important? Et est-ce que, par contre, les neurones intestinaux ne sont pas du tout atteints? Il n'y a pas de... Voilà. Alors, vous voulez peut-être compléter? Alors, effectivement, le microbiote, c'est-à-dire toutes les bactéries qui sont dans notre tube digestif, peuvent moduler la présence moduler, oui, l'expression de maladies. Alors c'est surtout connu pour la maladie de Parkinson, beaucoup moins pour la maladie d'Alzheimer, mais voilà, des recherches sont quand même en cours à ce sujet. En ce qui concerne le régime, ce que l'on sait dans la maladie d'Alzheimer, c'est que d'avoir un régime plutôt méditerranéen permet de réduire le risque de la maladie d'Alzheimer. Merci. Bonjour, je suis Madame Marletta, je suis praticienne en neurofeedback. Et je voudrais savoir pourquoi c'est une technique qui n'est pas plus largement démocratisée et utilisée dans le traitement traitement entre guillemets, des maladies neurodégénératives, parce que nous, on observe dans cette communauté des résultats très positifs, très convaincants. Alors je sais que le docteur Palanca à la Pitié-Salpêtrière a déjà utilisé cette technique avec succès. Donc ma question c'est aujourd'hui pourquoi c'est pas plus utilisé à l'intérieur des hôpitaux? Alors, bon, déjà, c'est vrai qu'à l'intérieur des hôpitaux, l'objectif, c'est essentiellement diagnostic. Après, on accompagne les patients, mais c'est vrai qu'on applique l'orthophonie, par exemple. Enfin, tout l'accompagnement non médicamenteux ne se fait pas au sein de l'hôpital. Il y a effectivement beaucoup d'accompagnements non médicamenteux pour la maladie d'Alzheimer. En premier lieu, effectivement, l'orthophonie qui est remboursée par la sécurité sociale pour cette indication. Et il y a de nombreuses techniques pour accompagner les patients. Il faut dire que l'ensemble de ces techniques, quand elles ont été testées, n'ont pas montré de bénéfices par rapport l'une par rapport à l'autre. En revanche, ce qui est probablement plus efficace, et effectivement ça revient un peu à ce que vous avez certainement observé, c'est que certaines personnes sont plus sensibles à un accompagnement qui leur est personnalisé. Donc c'est mieux de faire des choses individuelles plutôt qu'en groupe. Après, voilà, pour le moment, c'est pour ça. Il n'y a pas de preuves, finalement, scientifiques que ces techniques d'accompagnement soient si performantes que ça. Après, ça peut aider individuellement quelqu'un à être moins anxieux, à être mieux avec son conjoint. Voilà, donc oui, il faut continuer les approches personnalisées. Ce n'est pas une technique qui est encore à l'heure actuelle à l'ICM qui peut être développée? Non, pour le moment, voilà, pour le moment, il y a plusieurs techniques qui ont été testées. Malheureusement, encore une fois, c'est pas des techniques qui nous permettent d'être sûrs que ça soit quelque chose qui permette d'améliorer significativement, de donner un accompagnement significatif aux patients, d'une façon globale, encore une fois. Individuellement, pour certaines personnes, c'est certainement bien. Oui, bonsoir. Ursula Merlin. Je voudrais savoir, quand on a une maladie dégénérative d'origine
vasculaire qu'on appelle une leucoarayose. Est-ce que l'évolution ressemble à la maladie Alzheimer et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est les mêmes traitements? Alors c'est une excellente question, mais qui est assez complexe. Parce qu'effectivement, la leucoarayose, c'est une atteinte de la substance blanche. C'est-à-dire une atteinte des faisceaux qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. La leucoarayose, elle est connue pour être associée à l'hypertension artérielle, au diabète, mais aussi à des maladies micro-occlusives qui s'appellent l'angiopathie amyloïde. C'est une pathologie des petits vaisseaux qui entraîne cette atteinte ischémique de la substance blanche et qui peut donner aussi des petites hémorragies. Et cette angiopathie amyloïde est très souvent associée à la maladie d'Alzheimer. Donc là, on revient un peu à cette pathologie neurodégénérative, mais la leucopathie, la leucoarayose, peut être visible dans plein d'autres pathologies neurologiques, notamment inflammatoires et donc pas uniquement vasculaires. Enfin voilà, c'est assez complexe, mais si on pense juste vasculaire, effectivement, il peut y avoir des liens avec, en tout cas, la maladie d'Alzheimer. Et pour le moment, il n'y a pas de traitement spécifique de cette angiopathie amyloïde. Il y a même un essai qui a été fait avec ce qu'on appelle le ponézumab, un anticorps anti-amyloïde, mais qui n'a pas montré d'effet significatif. Vous pourrez poser une question? Oui, Jean-Claude Cerisier. J'aimerais poser une question un peu analogue à la précédente, mais à propos de la sclérose en plaques. Est-ce que les dégénérescences neuronales observées s'apparentent à celles de la maladie d'Alzheimer? Et est-ce qu'au niveau des traitements, est-ce qu'il y a des traitements qui ont un peu d'efficacité ou est-ce que ce n'est pas le cas? Bon, là, c'est beaucoup moins mon domaine, hein, la sclérose en plaques. Je me lance. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire, mais effectivement, il peut y avoir également une dégénérescence neuronale associée et qui entraîne des dysfonctionnements cérébraux ou de la moelle épinière et qui entraîne à ce moment-là des troubles cognitifs, mais aussi des difficultés pour se déplacer, etc. Donc, il y a de la neurodégénérescence dans la sclérose en plaques, même si c'est une pathologie assimilée à de l'inflammation. Il y a beaucoup de recherches thérapeutiques dans la sclérose en plaques et il y a énormément de traitements qui ont été mis sur le marché sur les dernières années, je dirais les 10-15 dernières années, et qui ont permis quand même de freiner l'évolution des poussées de sclérose en plaques, d'avoir moins de poussées et du coup de limiter le handicap lié à ces poussées. Donc oui, il y a une recherche thérapeutique active dans cette maladie et qui est accessible aux patients. S'il vous plaît, c'est au sujet de la maladie de Parkinson. Je voudrais savoir s'il y a eu des progrès dans la détection, les examens qui permettent d'établir le diagnostic de la maladie ainsi que pour les traitements. La maladie de Parkinson, elle est assez bien définie d'un point de vue clinique. Donc, c'est vrai qu'un examen fait par un neurologue peut déjà évoquer très facilement cette maladie. On peut être aidé aussi tout simplement par les traitements de la maladie, notamment la dopamine, le Modopar. Quand on propose ce traitement à quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, ça va vraiment lui permettre d'être bien amélioré. Alors que si on a un syndrome extrapyramidal, un syndrome parkinsonien qui n'est pas une maladie de Parkinson, si on met de la dopamine,
il se passera pas grand-chose. Donc déjà, on peut faire un diagnostic assez facilement. Et puis quand on a des doutes diagnostiques, on peut utiliser de l'imagerie et notamment ce que l'on appelle le DAT-scan, qui nous permet en fait de voir des petits noyaux dans le cerveau au niveau profond qui dysfonctionnent, qui ne produisent plus assez de dopamine, et on peut le voir grâce à cet examen qui s'appelle le DAT-scan. Et dans la maladie de Parkinson, il y a des traitements aussi donc c'est une maladie neurodégénérative aussi, mais contrairement à la maladie d'Alzheimer, il y a quand même des traitements qui aident les patients de façon assez durable. Et puis pour certaines personnes, il y a aussi des stimulations chirurgicales pour aider à la production de dopamine et aider les patients dans leur mouvement. Oui, Jean-Jacques Claude. La question que je voulais poser a été en partie abordée, mais compte tenu du thème de la conférence, je voulais savoir d'une manière générale ce qu'on peut dire sur les autres maladies dégénératives, sans rentrer sur un exposé aussi complet que le vôtre, madame, et en particulier au niveau de l'ICM, comment ça se passe, quelle est l'approche, comment est-elle différente ou spécifique? C'est un sujet assez large, mais... Oui, le problème des maladies dégénératives, comme ça vient d'être évoqué, il y a quand même différents types avec différents mécanismes. Pour la sclérose en plaques, c'est les aspects inflammatoires de la gaine neuronale, etc., tout à fait différents d'Alzheimer et autres. Le problème des maladies dégénératives abordées à l'ICM, c'est de différentes façons. La première façon, c'est essentiellement, et ça a été très bien dit, essentiellement d'anticiper le diagnostic avant que les signes cliniques arrivent. Et ça, il semble... ne serait-ce qu'avec les big data et avec toutes les neuroinformatiques que l'on peut avoir, on s'aperçoit que de plus en plus, effectivement, c'est 5, 10, 15 ans. Et la grande approche que l'on a, c'est d'essayer de trouver le diagnostic avant les signes cliniques. Ça, c'est le premier point. La deuxième approche qui est faite de façon très, très générale, c'est que si on prend le problème de la sclérose en plaques, c'est la même maladie pour tous ceux qui ont la sclérose en plaques. Mais il y en a qui vont évoluer très vite, de façon dramatique, d'autres qui vont évoluer très très lentement, alors que c'est le même processus dégénératif. Et on s'intéresse beaucoup aux gens qui vont évoluer très lentement pour essayer de comprendre comment ils arrivent à une certaine autodéfense contre la maladie. Et dans toutes ces maladies dégénératives, c'est le même mécanisme pour tout le monde, mais la réaction n'est pas la même. C'est pour ça qu'on va arriver à des traitements personnalisés, mais il faut déjà, par le mécanisme, comprendre pourquoi certains arrivent à se défendre. Et il y a tout un tas d'études dans toutes ces maladies qui sont faites sur les sujets pour lesquels la maladie est relativement gentille, pour voir quel est le médicament qu'eux-mêmes arrivent à sécréter, quel est le mécanisme qu'ils arrivent à sécréter pour traiter ces maladies. C'est deux des aspects, deux des approches qui sont faites pour ces maladies dégénératives. Il y en a d'autres, bien entendu. Et le troisième principe, ça vient d'être dit par Stéphanie, c'est que dans toutes ces maladies dégénératives, la personne est malade, tout l'environnement est malade. Et il y a les aidants, il y a la famille, il y a tout cela. Et un des buts relativement modestes, je vous disais que notre but c'est de réparer, mais le premier but c'est de dire, eh bien, il y a la maladie, on n'arrive pas à la traiter, mais on arrive à limiter, si je peux dire vulgairement, la casse, et à limiter les conséquences de cette maladie, les aspects négatifs de la maladie. Il y a 20 ans, vous aviez un diabète, eh bien, c'était dramatique parce que très souvent, vous étiez amputé du pied, etc. Vous aviez des infections. Maintenant, on arrive à traiter le diabète sans avoir ces complications, mais on n'arrive pas à guérir véritablement un certain nombre de diabètes. Là, c'est pareil. On veut arriver à traiter ces maladies sans avoir les effets néfastes de cette maladie. Oui, bonsoir. Claire Villeneuve. Nous avons notre maman atteinte de Alzheimer depuis 2013. Toujours à la maison, encadrée par la famille, à ce jour. Difficilement, on commence à faire les démarches pour voir plus loin parce que ça devient très, très, très compliqué. Moi, mon interrogation, celle de mon frère, c'est de savoir quelle est la fin de cette maladie. Parce que nous ne sommes pas encore prêts à la placer. On veut la voir vraiment à domicile le plus longtemps possible. Je sais qu'elle faisait énormément d'apnée du sommeil, qu'elle s'est fait traiter pendant 2-3 ans, et qu'elle a cessé.
C'est des apnées qu'elle en faisait près de 40 par nuit, dont 26 secondes, au moins une dizaine. Est-ce que le fait d'avoir manqué d'oxygène de son cerveau pendant X années a pu éventuellement faire naître cette maladie? Alors, effectivement, le syndrome d'apnée du sommeil est considéré comme un facteur de risque vasculaire, donc au même titre que l'hypertension, que le diabète. Et quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, ça dérégule le cœur, ça dérégule la tension artérielle qui va être plus forte, notamment la nuit. Et on l'a vu tout à l'heure, ces facteurs-là peuvent être des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Ce que l'on sait aussi, c'est que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer pourraient effectivement être plus fréquemment touchés par ce syndrome d'apnée du sommeil. On avait montré à l'époque aussi que les patients qui étaient traités évoluaient moins vite. Donc il y a de toute évidence une influence du syndrome d'apnée du sommeil sur l'évolution de cette maladie. Par contre, évidemment, le traitement du syndrome d'apnée du sommeil est très lourd, très difficile, puisqu'on doit porter un masque pendant la nuit. Et elle a refusé, elle l'a gardé 3 ans, et après elle a cessé. Voilà. Généralement, nos patients qui ont des troubles cognitifs comprennent pas pourquoi ils doivent garder cette chose qui les gêne la nuit, et donc du coup il y a ce qu'on appelle une observance qui n'est plus suffisante pour traiter, et voilà. Donc on sait bien que nos patients Alzheimer sont parfois sous-traités, sous-diagnostiqués de fait de leur trouble cognitif, effectivement. Et quelle va être la fin d'un patient atteint d'Alzheimer? Comment? C'est une maladie qui est évolutive, donc oui, ça donne des difficultés avec une perte d'autonomie de plus en plus importante. Elle va cesser de respirer, elle va s'étrangler en voulant manger quelque chose. Elle peut aussi partir avec un autre problème de santé qu'elle peut avoir. Voilà, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas votre maman et voilà. Merci bien. Bonsoir, je suis Trine Loïc, master kinésithérapeute, avec mes collègues ici présents, Camille Hu, Iris Marolo et Jérémy Dubois. On est chacun spécialisé dans la rééducation des maladies neurodégénératives. Et voilà, on avait plusieurs questions. Je rebondis sur, en début de la conférence, le professeur Saillant a parlé de l'activité physique comme d'un moyen non médicamenteux qui permet de prévenir, de pouvoir prévenir l'aggravation de ces maladies neurodégénératives. J'ai une question par rapport à l'intensité de l'activité physique. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été menées par rapport au niveau d'intensité que cela doit être, et comment en fait jauger par rapport aux patients s'ils sont dans la bonne intensité ou non, et comment faire, quels sont vos avis dessus, quelles sont vos recherches que vous avez menées dessus déjà? Donc effectivement, il y a de très nombreuses études. Alors, je vais surtout parler pour la maladie d'Alzheimer et le fonctionnement cognitif, en fait. Ce qui est recommandé, c'est au moins 3 fois dans la semaine, 20 minutes minimum d'activité physique en aérobie. Donc, il faut vraiment que ça soit des gens qui marchent et qui poussent un peu la machine, quoi. Que ça soit pas juste je fais des petites courses et je m'arrête toutes les 2 minutes, quoi. Donc c'est effectivement une activité physique régulière et poussée en fonction évidemment de chacun, parce que il y a les recommandations qu'on fait et puis la vraie vie avec des gens qui ont des difficultés pour se déplacer, qui ont des douleurs, voilà. Donc il faut bien sûr adapter ces recommandations. Ça peut être de faire du vélo aussi, de la gymnastique, enfin voilà. Juste une autre question, ça c'est toi Iris qui voulais la poser, je te laisse la poser. Ah c'est bon, il y a répondu. Bon bah c'est moi alors. Merci beaucoup. Docteur.
Bonsoir, Pierre Garçon. Et ma question concerne aussi l'activité physique. Vous avez dit qu'il fallait activité physique et intellectuelle. On comprend par intellectuel, on comprend le mécanisme possible, l'entraînement, mais est-ce qu'on sait comment fonctionne l'activité physique, le mécanisme qui permet d'améliorer ou de prévenir un petit peu les choses? Oui, c'est probablement un mécanisme plus vasculaire en fait. Bon, je ne connais pas en détail les choses, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus effectivement et qui évoquent plus quelque chose de vasculaire, une amélioration de la circulation, enfin de la vascularisation cérébrale. Après, voilà. Bonjour, je m'appelle... pardon. Je m'appelle Tina Martin et mon mari a 37 ans. Il a 2 maladies qui s'appellent l'amylose et la polyradiculonévrite. Il est convoqué d'ailleurs à l'ICM en novembre. Et j'aimerais savoir si vous avez un peu de recul par rapport à ces 2 maladies-là ou quelle est la suite, parce que bon, il a 37 ans, quoi. Alors, oui, bon, c'est des maladies très rares, hein, les amyloses qui donnent effectivement des neuropathies. Personnellement, je ne sais pas quelle est la recherche sur cette pathologie. Ah d'accord, vous entendez pas? Là, c'est bon. D'accord. Oui, je vous disais, oui, c'est une maladie très rare. Ce qu'on essaye de savoir, c'est effectivement s'il y a des liens aussi avec l'angiopathie amyloïde cérébrale. A priori non, mais il y a des recherches en cours. Et j'ai juste une autre question, c'est par rapport à l'épilepsie. Est-ce que la recherche a un petit peu évolué par rapport à ça? Parce que je suis moi-même atteinte d'épilepsie et mon père aussi. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que vous avez un peu de recul par rapport à ces maladies-là? Là, pour l'épilepsie, il y a de très nombreuses causes, hein. Il y a des causes post-traumatique, par exemple, ça peut être la conséquence d'une tumeur, ça peut être la conséquence de différentes choses, et puis il y a des raisons. De temps en temps, il y a, en particulier chez les enfants, on ne trouve pas de cause véritable. Et là, il y a également tout un département qui travaille beaucoup sur l'épilepsie à la Pitié-Salpêtrière et qui est arrivé à montrer que, avant que la crise d'épilepsie arrive, ne se déclenche, il y a déjà des anomalies à l'électroencéphalogramme au niveau du cerveau, dans les demi-heures, l'heure qui précède. Donc là encore, le but, ça serait d'arriver à détecter ces anomalies avant que la crise d'épilepsie arrive. La seule façon, ça serait de porter 24 heures sur 24 un casque avec 40 électrodes sur le cerveau pour voir. C'est bien entendu impossible. Il y a des études qui sont faites actuellement où on met une sorte de cagoule avec un électroencéphalogramme et qui va, avec l'intelligence artificielle, avoir un système de warning qui va vous dire « attention, il va se passer quelque chose ». Et c'est peut-être la science-fiction, c'est peut-être dans 20 ans, peut-être jamais, ou peut-être dans 5 ans, mais un des buts de la chose, c'est grâce aux nanotechnologies, avoir un électroencéphalogramme en permanence dans les cheveux ou sous la peau pour ceux qui sont chauves, une petite puce sous la peau, et puis qui va se déclencher, de même que vous avez un holter quand vous faites des tests cardiaques 24 heures sur 24, et qui, lorsqu'il y a une anomalie, va déclencher un système qui, par un système de Bluetooth, va dire à une pompe que vous avez sous la peau, ici au niveau de l'abdomen, attention, il va faire une crise d'épilepsie, et puis injecter le produit sans même que vous le sachiez. Ce n'est pas demain matin, mais c'est le genre de recherche dans laquelle on travaille beaucoup pour, là encore, on a découvert cette anomalie avant la crise. Maintenant, ce n'est plus les neurologues qui vont avoir la clé du problème. C'est les spécialistes de la nanotechnologie, c'est les spécialistes des transferts de données qui vont nous permettre d'arriver à ce résultat. Mais c'est ce genre d'étude qui est faite actuellement sur l'épilepsie. Bonsoir, Guy Gelfi. Au niveau de la maladie de Parkinson, je voudrais savoir si, en ce qui concerne les facteurs, les symptômes cognitifs, il y a également une différence entre hommes et femmes, et si ce ne seraient pas des facteurs éducationnels qui pourraient éventuellement en être responsables d'une différence de nuance de ces symptômes.
Je ne crois pas qu'il y ait de différences cognitives, de difficultés cognitives chez les gens qui ont une maladie de Parkinson entre les hommes et les femmes. C'est des troubles qui sont très différents de la maladie d'Alzheimer, en revanche. Voilà, c'est surtout des gens qui ont du mal à se concentrer, qui ont des difficultés pour programmer les activités, qui peuvent avoir des petits troubles de mémoire, effectivement, mais pas du même type de la maladie d'Alzheimer. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait de différence entre les hommes et les femmes. Bonsoir. La maladie de Gougerot, s'il vous plaît, est-ce qu'elle est neurodégénérative aussi ? Non, la maladie de Gougerot, c'est une maladie inflammatoire qui concerne plein d'organes et pas uniquement le cerveau, et des fois le cerveau et des fois ne touche pas le système nerveux central. Oui, Jacques-Nicolas Beck, je voulais savoir, parce qu'un grand nombre de membres de ma famille sont touchés par cette maladie qui vient de l'Est, je crois, la maladie de Korsakoff. Est-ce qu'il y a un protocole de suivi de la maladie de Korsakoff à l'ICM? Pas à ma connaissance, mais voilà, c'est à Caen qu'il y a un registre sur la maladie de Korsakoff. Françoise Pivard, je suis malentendante. C'est une question qui porte sur l'anticipation. Est-ce qu'il est vraiment prouvé que la malentendance non prise en charge peut conduire aux maladies dégénérescentes? Le fait de ne pas bien entendre peut rendre plus difficile l'intégration d'informations chez les patients qui vont débuter une maladie, mais il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir une pathologie qui diminue l'acuité auditive et qui va entraîner une maladie neurodégénérative, en tout cas pas une maladie d'Alzheimer. Ben, c'est quand même le cerveau qui fonctionne mal. Le professeur Saillant me dit que non. Ça peut être le cerveau, mais ça peut être également l'appareil sensoriel. Si vous êtes aveugle, parce que votre œil est fichu, vous ne voyez rien, le cerveau ne reçoit pas l'information, mais le cerveau n'est pas malade pour autant. C'est exactement le même principe. Hein. On va prendre les dernières questions, madame. Catherine de Dédière. Je voudrais savoir s'il y a moyen de faire, d'établir, on a deux diagnostics différents pour la même personne, Parkinson et maladie de corps de Lévy. Alors comment faire pour savoir quel est le bon diagnostic? Alors, la maladie de Parkinson n'est en principe pas connue pour entraîner des troubles cognitifs, en tout cas au début de la maladie. Alors que la maladie à corps de Lewy, elle, entraîne des troubles cognitifs initiaux et qui peuvent être accompagnés effectivement d'un syndrome extrapyramidal de type parkinsonien, donc, mais qui ne va pas du tout répondre à la dopathérapie, par exemple, comme pour une maladie de Parkinson idiopathique. La maladie de Parkinson, donc c'est une des caractéristiques entre les deux pathologies, voilà, c'est ça, c'est le fait que les malades de la maladie de Parkinson n'ont initialement pas de troubles cognitifs. Après, c'est des fois difficile de faire la part des choses. La maladie à corps de Lewy est accompagnée d'hallucinations, de syndrome parkinsonien, donc atypique, et puis de ce qu'on appelle des fluctuations attentionnelles. Donc les gens sont très attentifs, puis d'un coup, ils ne le sont plus du tout, ils peuvent même dormir. Et ils ont aussi ce qu'on appelle des troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est-à-dire qui bougent beaucoup, ils peuvent tomber du lit, vivre leurs rêves qui sont souvent des cauchemars, et donc ils sont très très agités, ils peuvent crier. Enfin, bon, ça peut aussi se voir dans la maladie de Parkinson, c'est des symptômes qui sont très précoces.
Oui, bonjour, je suis aide-soignante et en fin de compte, je me pose une question, à savoir, il y a plusieurs phases dans la maladie d'Alzheimer. Il y a une période où, en fin de compte, les personnes sont encore conscientes et perdent plus ou moins à différents moments la notion du temps et de ce qui les entoure. Mais après se passe cette période où, en effet, ils n'ont plus du tout de mémoire. Et je voulais savoir comment vous pensez, vous, qu'ils le vivent? Est-ce que c'est plus difficile, en effet, pour les familles, ou est-ce que c'est encore difficile pour eux à ce moment-là? Je pense que c'est toujours difficile pour le malade, quelle que soit la gravité de sa maladie. Après, c'est vrai qu'en fonction des personnes et en fonction des moments pour une même personne, il peut y avoir des moments où plus de lucidité et des moments où il y a ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire le fait de ne pas être tout à fait conscient des difficultés qu'on peut avoir. Alors l'anosognosie peut du coup protéger un peu, les patients ne se rendent pas compte, donc du coup ils pourraient vivre mieux la maladie, mais c'est très fluctuant et il y a des moments où ils sont très conscients de leurs difficultés et c'est évidemment très douloureux moralement, quel que soit le stade. Merci. Anne-Marie Sens. Ma maman est atteinte d'Alzheimer. Je m'occupe d'elle depuis à peu près 8 ans. Je voudrais partager juste un tout petit peu parce que voilà. Le neurologue de l'hôpital m'a dit il y a 2 ans, je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez. Quand j'ai essayé de lui expliquer ce que je faisais, en fait, donc elle prend de la phytothérapie notamment. Donc dans ma question, est-ce que vous faites des recherches à ce niveau-là? Parce que je pense qu'en 8 ans, est-ce la phytothérapie ou pas? Ça, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, la maladie a été cernée et avance lentement. On s'occupe beaucoup d'elle, on la stimule régulièrement, presque tous les jours. Donc ça aussi, ça doit jouer. Et je voulais donc te dire qu'effectivement, elle a des phases. Elle était directrice d'école. Donc quelqu'un qui intellectuellement a beaucoup travaillé. Elle a des phases effectivement où elle se rend compte et où c'est très difficile pour elle, où elle pleure. Elle me dit regarde ce qui se passe. Et puis elle a des phases où elle me dit mais je suis pas si mal et en fait je devrais être contente d'être encore comme ça. Voilà. Alors oui, voilà. Voilà, c'est juste pour témoigner. Merci. Donc, je crois qu'au-delà de la phytothérapie, c'est bien sûr l'accompagnement que vous apportez à votre maman qui a l'air très bienveillant et c'est tout l'accompagnement humain qui est important. Hein, oui, je pense que ça, c'est très important. Mais je ne sais pas pourquoi, quand on parle des plantes, il y a toujours un blocage, parce que peut-être qu'il y a quand même des choses à aller chercher de ce côté-là. Et autre chose que je voulais dire, ça y est, ça m'a échappé. Ah, si. On a quand même essayé de prendre la Ricept. Et il y a beaucoup d'effets secondaires. Maman tombée, alors que bon, on l'a pris 3 mois. Au bout de 2 mois, elle a fait 3 chutes. On a dit stop. Voilà. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une médecine personnalisée. Il y a des chaque personne est différente. Et il faut adapter le traitement médicamenteux et non médicamenteux à chacun. Merci. La dernière. Bonsoir, je m'appelle Sophia Marchand. Donc, mon père était neurologue. Et j'ai dans ma famille, très récemment, en mars 2018, un proche qui a été frappé par un AVC, qui est toujours, bien entendu, parmi nous. C'est un miraculé qui a été d'ailleurs opéré à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et je passais d'ailleurs très souvent devant l'Institut pour rejoindre l'unité où il était hospitalisé. Et il y a quelque chose d'incroyable que j'ai vu, que j'ai compris. C'est qu'en fait... on dit souvent, de façon assez récurrente, j'ai quelqu'un dans la famille qui a eu un AVC. Et la question qui revient souvent, c'est il a des séquelles.
Et moi, ça me frappe quand j'entends ça. Pourquoi ? Parce que, écoutez, en tout cas, lui, il n'a pas de séquelles. Je crois que en fait, c'est ceux qui n'ont pas forcément d'AVC qui ont des séquelles. Moi, entre autres, sur beaucoup de choses. Et en fait, ce que je voulais vous demander, par rapport au fait que cette personne qui me tient très à cœur, qui a été frappée par cet AVC, je suis souvent contactée pour savoir un petit peu l'évolution de la maladie. Donc, il a un agenda hyper chargé pour aller vraiment partout, chez les kinés, faire de la balnéo et autres. Maintenant, il fait de la rééducation pour les yeux. Moi, j'aimerais savoir, en fait, s'il n'y a pas un moyen d'alléger pour tous ceux qui ont été frappés par un AVC, s'il n'y a pas moyen d'alléger les attentes dans les hôpitaux pour ces personnes, parce que c'est interminable. Donc, je ne sais pas si de ce côté-là, vous pouvez faire quelque chose. Mais voilà. Je comprends que peut-être c'est peut-être pas vous qui pouvez répondre, mais j'avais une autre question, entre autres, par rapport aux enfants, sur l'aliénation, puisque je m'occupe d'enfants qui sont aliénés par un de leurs parents. Et je voulais savoir ce que vous en pensez au niveau du cerveau, justement des enfants, notamment quand on parle de lavage de cerveau. Notre actualité, elle a été frappée par donc l'endoctrinement, la radicalisation, etc. Et moi, je voulais savoir si vous allez faire des recherches par rapport à ceux qui justement, cassent les cerveaux. Voilà, entre autres. Je ne sais pas si c'est une question, je suis désolée, je ne veux pas choquer, mais entre autres, moi, je m'occupe de ces enfants-là, en termes de justice. Et je voulais savoir si vous comptiez, entre autres, travailler là-dessus, sur la bipolarité aussi, parce que c'est aussi une maladie du cerveau, la dépression, parce que j'ai un frère qui est décédé de dépression, qui s'est suicidé. Donc voilà, je suis désolée, mais mon cortège de questions d'interrogations était long. Voilà, non, mais merci de poser cette question, parce qu'effectivement, on a parlé des maladies neurologiques, on n'a absolument pas parlé des maladies psychiatriques qui sont au moins aussi importantes. Et à l'ICM, c'est un des grands aspects, un des grands domaines de recherche. Parce que vous êtes bipolaire, vous faites une IRM, l'IRM, elle paraît strictement normale, elle est morphologiquement normale, moyennant quoi le cerveau ne fonctionne pas normalement. Et donc là, bien entendu, alors, pour être honnête, je ne crois pas qu'on étudie ce problème des enfants qui sont endoctrinés ou aliénés. Mais c'est tout à fait possible. Mais il y a tout un tas d'études qui sont faites sur ces maladies psychiatriques, en particulier la dépression, qui est la première des maladies psychiatriques et qui peut être une dépression légère ou une dépression très grave, avec différents traitements qui sont non seulement médicamenteux comme habituellement, mais également par des stimulations extracorporelles, par des ultrasons, qui peuvent modifier considérablement aussi bien la motivation que le traitement de la dépression. Et il y a tout un département qui est cognition, émotion, décision. Vous recevez une information, chacun d'entre nous reçoit cette information, elle va la traiter tout à fait différemment. Et à partir du moment, en fonction de ses antécédents, de son milieu, de ses connaissances, et en fonction de cette connaissance, elle va avoir une décision qui va être tout à fait différente d'une personne à l'autre. Et tout cet aspect des maladies psychologiques et psychiatriques est bien entendu traité et très important. Ça, c'est un élément essentiel. Alors j'ai une dernière question, si vous permettez, qui nous tient beaucoup à cœur à la PACAS, avec notre président Jacques-Nicolas Devecq et tous les autres membres. Qu'est-ce qui est fait pour les aidants, qui sont malheureusement des personnes, beaucoup dans la salle certainement, confrontées quotidiennement à ces problèmes? Ça, c'est moins un problème de l'ICM que je prends une autre casquette. Pendant quelques années, j'ai été président du conseil scientifique de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, et honnêtement, c'est un énorme problème. Beaucoup de choses ont été faites avec, bien entendu, les maisons du handicap dans chaque département, gérées par le conseil général, etc. Mais le problème des aidants est absolument essentiel.
Et tous ceux qui n'ont pas eu, je parle en connaissance de cause, dans leur famille, quelqu'un qui a été touché par un problème neurologique ne peut pas imaginer le problème que cela représente pour les aidants. Et je vous dis, c'est le problème des maladies neurologiques qui sont des maladies chroniques et donc évolutives également. Et on se dit, demain, est-ce que je serai aussi bien qu'aujourd'hui? Au mieux, je serai aussi bien qu'aujourd'hui, peut-être pire. Et pour les aidants, c'est un problème qui s'aggrave de jour en jour ou de mois en mois, aussi bien sur l'aspect financier que j'évoquais tout à l'heure que sur l'aspect psychologique, et ça a été très très bien dit. Donc on ne s'en occupe pas directement à l'ICM, c'est plutôt un problème, je ne vais pas dire politique, mais enfin général, politique. Et là encore, est-ce qu'il faut bien entendu se bagarrer pour que la personne reste dans la famille? Pour certaines, oui, pour d'autres, non. Certaines veulent d'emblée aller dans des endroits spécialisés. Et là encore, c'est affaire de chaque cas, mais c'est un problème social et politique, et je passe la parole au maire. Vous savez, on est actuellement dans la semaine de la semaine bleue. Et beaucoup de choses sont faites pour les seniors. Et dans cette semaine bleue, il y a des ateliers qui permettent de dire et d'accompagner les aidants. Parmi ce qui est fait, c'est souvent des choses très de proximité et je veux dire vraiment de proximité, de main tendue. Il y a par exemple la Croix-Rouge qui a une action très importante puisqu'elle permet d'accueillir une fois par semaine des patients de telle sorte que les aidants puissent trouver un moment de respiration. Et ce que l'on peut faire de mieux, si je puis dire, pour les aidants, c'est bien sûr tous les accompagnements sur l'éclaircissement liés à la maladie, mais c'est aussi leur donner un temps de respiration parce que ce sont des maladies qui effectivement accaparent à la fois bien sûr le malade, mais l'ensemble de ceux qui les entourent. Et la maladie ne s'arrête pas en réalité aux malades. Et c'est très important de pouvoir les accompagner et de donner ce temps de respiration. Donc à sa mort, on a quelques initiatives de cette nature, mais c'est vrai que c'est un sujet politique majeur. Et Madame le disait tout à l'heure, à quel moment je dois emmener ma mère, à quel moment je vais la placer, à quel moment finalement je vais devoir ou la quitter, et à quel moment je vais être obligé de le faire. C'est ce point de rupture qu'on essaie de retarder le plus longtemps possible par amour, et en même temps c'est aussi un moment de rupture qui est parfois nécessaire pour les aidants. Et ce travail-là, qui est aussi un travail psychologique d'accompagnement des familles, est utile. Alors on le fait à sa mort dans différentes associations, mais c'est vrai que c'est un sujet qui va devenir un sujet très important. Si on s'en tient aux chiffres qui ont été donnés par le docteur tout à l'heure en début de séance, ça signifie que vous avez probablement 2% de la population mondiale des pays qui sont supposés pouvoir vivre aussi vieux qui seront atteints d'une maladie de type Alzheimer. Ce qui est quand même énorme, ce qui suppose par conséquent que le nombre d'aidants est tout aussi important. Voilà ce que je peux vous dire, et je repasse la parole au professeur Soucy pour conclure la soirée. Ce n'est pas moi qui vais conclure la soirée. Merci, monsieur le maire, de ton intervention. Je vais demander à notre président, donc au président de la PACAS, monsieur Jacques-Nicolas Devecq, de vouloir conclure la soirée. Je veux d'abord remercier le professeur Saillant et le docteur Bonbois des exposés tout à fait explicites et éclairants qu'ils nous ont apportés. Et dire combien nous, au sein de la PACAS, nous allons continuer à vous aider. Prochainement, on fera un loto le 3 novembre pour la maladie de la sclérose en plaques. On fera ensuite le 19 janvier un loto pour la maladie de Parkinson, pour vos protocoles Parkinson. Et puis avec le monsieur Dacosta, nous sommes en train de monter un concert. Alors sur la pathologie, nous allons nous réunir avec monsieur Dacosta et les équipes de l'ICM, et avec naturellement Claude qui m'accompagne, ainsi que Dominique Monin, pour voir sur quelle thématique nous ferons ce concert le 7 mars prochain. Mais là aussi, nous informerons, et il y aura
comme vous le savez, chaque fois que nous faisons à la PACAS, non seulement le côté récréatif qui peut être le loto ou le concert, mais également toute une partie consacrée aux problématiques liées aux maladies qui sont concernées lors de ces manifestations. On a préparé un petit pot pour que vous puissiez parler tranquillement et échanger à ce propos des pathologies qui ont été évoquées ce soir. Je voulais encore remercier Monsieur le maire et ses équipes qui nous ont apporté un concours magnifique, et je crois qu'on n'aurait jamais pu avoir la manifestation aussi réussie que ce soir. Et puis je remercie aussi quand même tous mes bénévoles de la PACAS, sans qui tout cela n'aurait pu être réalisé. Merci et bonsoir. Avant de nous quitter, je vous informe, information que m'a donnée Monsieur le maire Sylvain Berrios, que le 29 octobre prochain, donc certainement à 19h30, il y aura une conférence sur l'AVC par le professeur Osseni, professeur de neurologie à l'hôpital Henri Mondor. Donc nous vous invitons à venir aussi nombreux assister à cette conférence. Donc le mardi 29 octobre prochain, donc dans 19 jours, à 19h30. Merci.